Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle thématique de webinaire ICPF et vous qui sera davantage orientée vers l'échange, donc les questions et les réponses. Donc, je vous invite à vous concentrer sur ces canaux qui sont à votre disposition pour nous envoyer vos messages et on y répondra avec le plus de précision possible grâce à l'expertise de François Agalinou qui va se présenter dans quelques instants. Donc aujourd'hui, la thématique est nouvelle. Je vais vous poser une première question pour m'assurer que, de votre côté, la qualité du son, est bonne et de la vidéo également. Donc répondez à la question suivante: quelle est la qualité du son et de l'image? Directement dans le chat. Alors je vois qu'au niveau des premières réponses, tout est bon de votre côté. Merci Sandrine, Valérie, Karine et Nicolas. Donc il y a d'autres prénoms qui s'affichent. Merci à vous. Donc c'est bon signe de notre côté. On peut passer donc à la suite avec notamment la présentation des gestes succès. 4 gestes succès, pour, les personnes habituées de nos webinaires qui, les pratiquent, je l'espère, avec le plus de sérieux possible. Premier geste est de couper votre téléphone, en tout cas de couper les notifications pour éviter d'être perturbé par les sonneries. Deuxième geste va de pair avec le troisième, consiste à l'utilisation de l'outil, que vous avez aujourd'hui à votre disposition, donc Livestorm. Premier onglet que vous avez déjà utilisé, pour, nous saluer, bonjour à vous et aussi pour, nous envoyer vos retours sur la qualité de la diffusion. Donc cet onglet est réservé à l'interaction entre vous et aussi, à la réponse aux questions qu'on va vous poser et ensuite, second onglet à différencier cette fois-ci, qui est à utiliser pour nous faire part de vos questions, vos interrogations sur, la thématique du jour, hein, qui est ouverte. Ce sont vos préoccupations sur, votre activité de formation, votre perception du marché aussi. Donc utilisez ce canal pour, nous faire parvenir cet ensemble-là et enfin, quatrième et dernier point, celui, de la concentration. Concentration donc sur la voix des intervenants, mais aussi sur le support de présentation pour augmenter votre compréhension et faire en sorte qu'il n'y ait pas de redites, sur, certaines thématiques qui pourraient sembler parfois complexes. Alors je suis aujourd'hui présent avec, François. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. C'est le président de l'ICPF et depuis le 1er septembre, le président d'ActiveCert. Voilà, je suis on va dire très content d'échanger avec vous sur ce format nouveau. On va faire en sorte d'échanger, de recueillir vos attentes, de comprendre où est-ce que vous en êtes et de vous faire comprendre nous où est-ce qu'on va. Ce que je sais, moi, c'est que on a toujours l'impression entre un prestataire et son client, on a toujours l'impression que on se connaît bien, que le client connaît parfaitement l'offre, du prestataire et que le prestataire connaît toujours, les attentes du client. En fait, dans la réalité, et surtout vous qui êtes souvent des professionnels de ce domaine-là, on sait qu'il n'en est rien et donc c'est important d'échanger parce que de longs échanges permettent d'arriver à une meilleure compréhension et aussi à entreprendre des actions d'amélioration de notre, système, de notre service, voilà. Donc bravo à Thomas pour avoir organisé ce webinaire et donc on se lance dans l'inconnu aujourd'hui puisque c'est la première fois qu'on fait ça. Heu, donc rendez-vous à tout de suite. Merci Thomas. Alors je me présente pour ma part, donc Thomas Talby, responsable marketing et communication depuis, 4 ans, chez ICPF. Donc je suis heureux de vous accueillir une fois de plus pour un webinaire, d'autant plus, sur cette, nouvelle thématique, qui est celle du jour. Donc j'ai pu, acquérir, depuis, ces 4 ans une expertise, une maîtrise pardon, dans l'écosystème de la formation de par, ces échanges que je peux avoir avec vous au quotidien, parfois au téléphone, en physique ou alors, par email sur votre activité et de par l'animation de ces webinaires. Alors on va rentrer, directement dans l'interaction avec notamment une première question très ouverte. Qu'attendez-vous de ce webinaire? Je vous invite à passer directement dans le chat de, cette, discussion pour nous indiquer, ce qui, vous semble pertinent aujourd'hui que l'on aborde comme thématique. Alors une première attente de la part de Frédéric, les évolutions de la certification Qualiopi. Heu,
Ensuite, pour Caroline, les registres, spécifiques pour le CPF. Sabrina aussi, sur les évolutions, on voit qu'il y a une attente partagée par plusieurs participants sur les évolutions de la certification Qualiopi. Également une attente de la part de Peggy sur, la préparation de l'audit de surveillance, de renouvellement. Donc voilà, que ce soit sur, Qualiopi ou plus largement sur l'aspect réglementaire, il y a une notion d'évolution qui est, attendue, également pour Mathilde sur les évolutions du marché de la formation professionnelle. Écoutez, je vous remercie pour, ces premières attentes qu'on a pu récolter. Donc il y a une thématique, centrale sur Qualiopi, évolution réglementaire, ensuite, comment faire évoluer ces certifications, de ce que j'ai compris donc sur la surveillance ou alors avec des financements, qu'on va pouvoir aborder plus tard. Merci pour ces retours. Alors, on a tout de même prévu un plan, même si, on va plutôt laisser place à l'improvisation. Une première partie sur, la présentation de ICPF, surtout pour les, personnes qui ne le connaissent pas aujourd'hui. Deuxième partie sur le contexte actuel en formation, sous le prisme de la certification Qualiopi. Les évolutions à venir, donc cela tombe bien puisque ça fait partie de vos attentes. On avait en effet communiqué dessus dans, la présentation de webinaire. C'est l'un des points prévus dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Et enfin, le temps de questions-réponses qui sera, plus important que sur les fois précédentes puisque on sera essentiellement sur de l'interaction. Alors François, je te laisse la parole donc sur la présentation de ICPF. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors ICPF, a acquis, l'organisme de certification ActiveCert, qui était un de nos confrères, et sa dirigeante, nous a rejoints et a rejoint l'équipe de managers d'ICPF que vous avez, devant vous. Effectivement, il y en a un qui est né, avant 1965 et il y a les autres qui sont nés nettement après, donc je vous laisse, deviner, hein. Bon, c'est, pourquoi comment ça s'est fait? Donc l'évolution, de la certification Qualiopi a fait qu'aujourd'hui vous avez, 3 groupes, de certificateurs. Vous avez des certificateurs qui étaient généralistes, des très grandes entreprises qui se sont positionnés sur Qualiopi, par exemple comme, Bureau Veritas, par exemple, voilà. Vous avez des certificateurs, qui sont, des entreprises à taille humaine, qui sont créées pour Qualiopi ou qui sont nettement développées avec Qualiopi. Et vous avez, l'ICPF qui, à mon avis, a suivi un chemin différent, hem et a connu un succès à la hauteur de, des risques que, nous avons pris, mais que nous avions la capacité d'assumer. En fait, ICPF, c'est le seul certificateur qui a investi, de manière, comment dire? Considérable, sur ce segment Qualiopi, en développant une plateforme, en recrutant un très grand nombre de personnes et cetera et qui est resté focus sur, Qualiopi. On est resté voilà. De ce fait, au bout d'un certain moment, comme, ce marché Qualiopi, comme il y a de plus en plus de certifiés, on le verra plus tard, bah, ça finit par payer et aujourd'hui donc on a pu, se rencontrer. Alors, ça permet 2 choses. D'abord, ça permet à de jeunes dirigeants comme, Marilyn Cherif d'ActiveCert, ça me permet de leur proposer des perspectives parce que ça leur permet de se concentrer sur ce qu'ils aiment faire et de bénéficier de moyens importants et d'autre part, ça permet aussi, comment dire? De pouvoir continuer une progression et d'aller plus vite, parce que là 8 200 certifiés, vous voyez, c'est considérable et ça nous permet de vous offrir une qualité de service, parce qu'on regarde ce avec attention ce que fait ActiveCert. ActiveCert avait des points forts, a des points forts et on va faire en sorte que les points forts d'ActiveCert, on les conserve et qu'on améliore ensemble, les points qu'on a améliorés. Voilà, donc ce qui fait que alors ce qui distingue aussi, l'ICPF, c'est que cette année on a 30 ans, donc on est un des alors il y a des, si je reprends mon éminent confrère Bureau Veritas, il doit avoir plus de 150 ans, donc 30 ans c'est jeune dans l'univers de la certification. Et par contre 30 ans, ça correspond au début des démarches qualité en formation professionnelle, hein, puisqu'elles ont commencé en 1992 et ICPF a été créé en 1995. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a 30 ans et tous nos clients, vous en avez,
vous en faites partie, mais là, c'est des les photos, sont nos clients, sont des professionnels de la formation et c'est ce qui fait notre, la qualité, elle dépend du fait qu'on connaît bien, nos clients et on les suit depuis très longtemps. Alors, comme je vous disais, l'investissement s'est fait sur, heu, le digital, donc c'est les 2, c'est démarche facilitée et service client, donc on a investi, 5 000 000 et sur la compétence technique, on est les seuls à avoir des auditeurs salariés. Aujourd'hui, on en a 18 et on a quand même 90 sous-traitants, hein, donc ça, c'est ce qui fait qu'on a une compétence technique en interne, on sait de quoi on parle, quand on parle de qualité de formation. On Ah parce que continue? je pensais que tu souhaitais aborder les autres points, de différenciation et du CPF, mais on va passer, à la slide suivante sur les points forts. Donc, une question qui s'adresse, à vous. Dans votre activité, la relation que vous avez avec les CPF, quels sont les points forts que vous constatez, que vous avez identifiés dans votre parcours de certification? Je vous invite à passer par le chat, directement pour qu'on puisse, identifier s'il y en a des points communs entre ceux que vous avez, reconnus. Alors un point fort communiqué par, Virginie, la disponibilité, réactivité pour Stéphane, Sandrine, qualité des réponses des auditeurs, Sabrina, les webinaires et pour Dominique, la proximité. On voit que c'est assez différent d'un point de vue à un autre, mais merci en tout cas pour l'identification de ces points forts et un autre point fort identifié par Marie, la qualité professionnelle des auditeurs et professionnelle de la formation, donc qui est en point commun avec ce qui avait été remonté par Sandrine et Noé. Alors on a, de notre point de vue aussi, pu identifier, ces points forts qui sont identifiés grâce à vous, hein, puisque ce sont des éléments qui sont remontés, par différents, canaux, que ce soit par des questionnaires de satisfaction, ou, des plateformes sur lesquelles vous pouvez déposer vos avis. Donc, François, quels sont, les points forts que l'on constate le plus, au quotidien dans l'activité? Dans notre activité, les points forts, ça rejoint ce qu'on a entendu, hein. Le point fort sur lequel auquel je suis le plus sensible pour l'instant, c'est la réactivité. C'est-à-dire, le fait d'avoir une réponse et de ne pas avoir de délai, d'assurer une rapidité et une simplicité dans certaines actions. Alors évidemment, je compare, par rapport à nos confrères et je me suis rendu compte notamment quand vous rachetez vous rachetez un candidat ou vous tentez de racheter un concurrent, vous allez, faire un audit et vous rentrez vous allez échanger avec les collaborateurs, vous voyez comment ça fonctionne. Alors ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, chez certains certificateurs, il y a des délais, par exemple, le délai, c'est pas du tout les mêmes que les nôtres. Par exemple, si vous planifiez un audit, chez un de nos confrères, vous pouvez pas planifier à moins de 10 jours. C'est pas possible. Ouais, alors que nous, un audit planifié à 10 jours, ça n'existe pas. Généralement, la majorité des audits se planifient dans la demi-heure. Voilà. Donc ça, la réactivité, j'ai bien compris que c'était quelque chose auquel les clients accordaient de l'importance. C'est important de savoir à quoi, le client accorde de l'importance parce que parfois vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Moi, je suis entrepreneur depuis longtemps et vous savez ce que vous voulez faire, mais vous allez peut-être développer des fonctionnalités qui n'ont pas de valeur pour le client et plus la société devient importante, plus, vous devez vous dire chaque fois qu'une action est entreprise, un projet est fait, c'est quelle est la valeur pour le client de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc ça, la réactivité, ça je le vois bien. Sur, le webinaire, donc ça c'est, je vois plus son nom là, mais le webinaire, ça aussi, Sabrina. Sabrina, voilà, j'ai bien identifié qu'en fait, il fallait, non seulement qu'on, assure, la certification, mais surtout la qualité de l'information qu'on vous donne, d'arriver quand vous le souhaitez à vous situer par rapport à la formation. Ça aussi, ça faisait partie de notre rôle. Je me rendais compte d'une part que, en fait, vous avez de l'information, vous recevez de l'information
soit c'est de l'information, je dirais, émise par l'État, réglementaire, donc ça peut être des décrets, des arrêtés et c'est incompréhensible parce que ces décrets ou ces arrêtés ne sont pas rédigés pour vous. Ils sont rédigés par, les administrations qui doivent après vous informer ou doivent après les appliquer et force est de constater que vous n'êtes pas si bien informé que ça et puis à côté de ça, on a les réseaux sociaux avec, un, un déluge, d'informations permanentes, d'interprétations, d'un grand nombre de personnes qui sont pleines de bonne volonté, mais qui cherchent avant tout à se mettre en valeur, à se faire connaître, bon, on n'informe pas pour rien, hein, voilà, pas comme nous d'ailleurs, hein, mais qui, ne maîtrisent pas toujours le contenu et n'ont pas toujours le recul pour savoir qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va f quel est l'impact pour vous? En fait, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à un instant donné? C'est: «Qu'est-ce que j'ai à faire?» parce que la prestation de service, de certification qu'on vous délivre, c'est une prestation, c'est comme le permis de conduire. Vous avez des choses à faire. Donc, le permis de conduire, vous n'êtes pas vraiment client, mais nous, on fait une sorte de permis de conduire, mais il y a quand même des choses que vous devez faire, hein. Vous voyez? Vous avez, le client est roi, mais chez nous, mais le client ne choisit pas sa date d'audit de surveillance. Il doit la faire dans un délai précis. Au bout de 18 mois, vous devez faire votre audit de surveillance et vous n'avez pas le choix. Donc là, nous, on doit vous dire ce que vous devez faire. On doit vous apporter cette information. De l'autre côté, il y a parfois des choses que nous, on doit faire. Alors, on arrive à très bien traiter les fonctions essentielles, la planification d'un audit, comment dire, la réponse à une question simple, les demandes de certification. Ça, 95 ça se passe très bien. Et de temps en temps, ça va sortir du cadre. Vous avez posé une question, vous avez un cas particulier. Voilà, je suis en train de vendre ma société, est-ce que je peux transférer Calliope? Voilà, je change de département, je veux transférer mon NDA sur telle société et là, c'est des informations, nous, on n'est pas forcément experts de ces informations et on va vous pas vous le vous voyez, pas forcément vous le transférer. Mais sur la partie pour rester sur la plateforme, sur les points forts, on vous il f vous avez besoin de vous situer, de savoir où vous en êtes, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là-dessus que, si on passe sur les points à améliorer, là, je travaille beaucoup sur le fait que, voilà, on va faire, 100 planifications dans la journée, on va interagir dans une journée avec, 200 clients et il y en a 2, ils vont présenter une question, ils vont présenter une situation qui doit remonter tout de suite à un manager et qui doit la traiter très rapidement parce que c'est là où parfois on prend du temps parce que ça concerne plusieurs services, la direction technique, et l'ADV par exemple, le commercial, la direction technique, l'ADV et là, les collaborateurs échangent entre eux et parfois, on va prendre du temps en discussion et là vous allez attendre la réponse, voilà et c'est ça qu'on est en train d'améliorer aujourd'hui. Cette partie de parcours quand c'est un peu exceptionnel, on va des cas particuliers aujourd'hui, mais qui compte tenu de votre nombre, représentent, sont parfois pour vous des situations qui sont problématiques et pour nous qui peuvent le devenir. Alors on a une remarque de la part de Fabrice qui indique que justement pour la communication des dates de renouvellement, cela devrait être envoyé par email et non, sur la plateforme Nouri. Je pense que ce serait une Alors bonne là, chose. ça c'est un point important, email, alors, sur l'email, heu, hem, moi j'ai pris une décision dans ma vie, c'est, le moins d'Excel possible, le moins d'emails possible. Parce qu'il y a 2 outils, qui nous tuent, dans la vie professionnelle, c'est l'email et l'Excel. Alors pourquoi l'email, ça nous tue? Parce que j'ai envoyé un email, c'est fini. Alors, non, c'est pas fini parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas qu'on envoie un email. Le problème, c'est que le client ait compris le message qu'il y a dans l'email. Voilà et en fait, avec l'email, on n'a aucune certitude. Le problème, c'est que votre client, c'est pas une adresse email, mais vous, ce que vous voyez de votre client, c'est une adresse email. Donc nous, on en a 8 000 adresses email et on voit une adresse email. Donc on me dit: «Voilà, il y a un numéro de téléphone, j'ai appelé ce numéro». OK. Après on me dit: «J'ai envoyé un email» et souvent on a des situations, enfin très souvent, très rarement, on a des situations exceptionnelles de client qui est parti, qui a changé d'adresse email ou
qui n'a pas eu son téléphone et cetera et ça, vous voyez, c'est là où il y a un problème. Parce que vous allez avoir des clients, vous leur dites: «Je vous ai envoyé un email» et donc ils disent: «Ah là là» et vous avez des clients qui et ils l'ont pas lu et vous avez des clients qui ont le téléphone mais ils n'ont pas écouté leur message et cetera et ça, parfois, ça a des ce problème de communication fait que le message, on n'est pas sûr qu'il ait été compris, pose problème. Alors, nous, ce qu'on a choisi, c'est la plateforme et c'est, en fait, vous devez, vous allez recevoir des notifications de la plateforme, vous voyez? Donc faut quand même que vous ayez une idée du planning et que vous suivez. Vous voyez que, bah, ch quand vous faites un point plateforme, quand vous voyez arriver l'audit, hein, c'est tous les 18 mois, bah, c'est un point plateforme, c'est-à-dire que vous allez sur Noé, vous voyez, heu et après, bah, vous vous renseignez vos outils habituels de planification mais il faut aller chercher la plateforme, il faut aller sur la plateforme. Parce que envoyer un email, je peux pas moi vous dire, vous avez consulté vos emails et vous avez trouvé l'email, vous voyez? Bon, sachant que là, moi, je vous dis ça de mon point de vue, mais ce qu'on voit bien, c'est que le problème de l'email, c'est que, heu, c'est pas lu par tout le monde et je peux voilà, c'est problématique, quoi. La plateforme, elle peut envoyer autant d'emails qu'on veut, mais c'est pas ça. Il faut que l'information soit dans Noé et que vous ayez le réflexe d'aller voir, ce qui se passe sur la plateforme. Parce que au moins, là, vous avez un écran et vous voyez tout. Alors après, il faut améliorer la plateforme. Il faut faire en sorte que tous les clients soient en capacité d'aller sur la plateforme, ce sur quoi on travaille, hein, pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais la notification, c'est volatile et on a certains clients, ils ont reçu, 16, 17, 18 notifications et ils n'ont pas vu. On a des cas, complètement exceptionnels, de problèmes alors que, vous voyez, c'est ce qui est important, c'est se dire moi ce que je me dis, c'est: «Est-ce que le client a compris?» Voilà. L'un n'empêche Alors pas l'autre. Oui, bah, on peut tout faire, hein, oui, 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 ça c'est sûr, oui, oui, on peut tout faire mais là aussi, vous avez plus de personnes qui vous disent: «Arrêtez de m'envoyer des emails» que de personnes qui vous disent, «Envoyez des emails». C'est, parce qu'après ils se déconnectent, ils nous bloquent et après parce qu'ils sont à 1 an et demi de l'audit et après ils reçoivent pas les mails et on le sait après l'audit quand ils l'ont loupé. Voilà. Donc il faut établir la communication, ouais. Mais c'est clair que ouais, je suis d'accord, j'ai le problème aussi, on a plein d'applications, ça fait une application de plus et c'est clair que voilà. Alors pour avoir une vision complète de votre, vision de la partie CPF dans votre activité, réponse aussi à la question suivante, donc quels sont les points à améliorer, donc dans votre parcours de certification? Quels sont les points que vous souhaitez nous faire remonter? Alors là, je vois prendre en compte les petites structures pour un entrepreneur individuel où on demande par exemple un organigramme fonctionnel détaillé. Alors non, alors là, ce qu'il faut faire attention, il y a 2 choses. Il y a ce que vous avez fait pour être conforme au dispositif et l'exigence. Heu, l'exigence, voilà. Donc, l'exigence, en fait, c'est que l'exigence de l'organigramme, c'est quoi? C'est que les personnes qui vont être en face de l'auditeur, donc le référent qualité, doivent être situées sur un organigramme par rapport aux dirigeants, aux mandataires de l'entreprise. De manière à ce qu'on soit sûr que le dirigeant s'est engagé, directement ou indirectement, donc soit par, sur le fait que c'est ce référent qualité-là. Donc c'est une question qui, comment dire? Effectivement, est absurde parce qu'en fait, bah, quand vous êtes tout seul et que c'est vous qui passez l'audit, bah, l'organigramme, il y a une personne et cette personne, elle est dirigeant référent qualité. C'est 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 ça que vous devez présenter. Il n'y a pas besoin d'un organigramme. Vous voyez? Donc l'organigramme, normalement, ça ne devrait pas être un problème, voilà. Alors après, heu, ça pose d'autres problèmes. Ça pose le problème qui est signalé par un certain nombre de personnes, mais souvent, de manière, sur les réseaux sociaux, hein, puis, c'est remonté jusqu'au niveau de la DGEFP. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez certains clients qui se font représenter.
par des prestataires qui sont pas très bien vus. Alors en fait, là, il y a une prestation et donc il faut que le prestataire, soit sur l'organigramme comme référent qualité. Nous, on ne sait pas. La personne que quand il y a une société où il y a 3 personnes et il y a une personne sur l'organigramme, on ne va pas vérifier que on va pas vérifier le contrat de travail, on ne va pas vérifier que cette personne, elle est salariée ou prestataire. Voilà. Par contre, vous devez vous engager à travers l'organigramme à nous signifier que cette personne vous représente et est en capacité de prendre des engagements et de répondre à toutes les questions de l'auditeur. Voilà, donc voilà. Donc si, c'est soit une personne et notamment la personne qu'on verra le jour de l'audit, si le jour de l'audit, c'est une autre personne, on l'audit ne commencera pas tant que vous n'aurez pas fourni un organigramme signé par le dirigeant complet et s'il y a plusieurs personnes et un référent qualité et le dirigeant, il faut situer le référent qualité par rapport au dirigeant. C'est ça le point important que peu de personnes comprennent. Alors là, je vois des difficultés avec Noé pour l'audit pro, mais aucune pour l'audit Calliope. Alors complètement, la certification pro, qui est notre certification historique, depuis, 30 ans, elle a subi 2 impacts, du fait de Calliope. Le premier impact, c'est que, on était en pleine dynamique et je trouvais que dans la réforme précédente, CNEFOP, cette certification de personne CNEFOP, on avait, fait quelque chose de formidable parce qu'enfin, ça permettait à l'intervenant, indépendant, celui qui fait ses formations lui-même, de se distinguer des organismes et malheureusement, ce point-là, n'a pas été, bien défendu vis-à-vis du ministère du Travail par les syndicats de formateurs, pour des raisons diverses, parce que je pense qu'ils n'ont pas trop eu le choix, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient poussé dans cette réforme précédente des dispositifs qu'ils voulaient faire naître. Ces dispositifs étaient peu crédibles et de ce fait, la décision d'harmoniser, Calliope et de faire un Calliope pour tous est passée en avant. Donc déjà, ce 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 cette certification avait moins de sens et redevenait ce qu'elle était avant 2015, c'est-à-dire qu'une certification pour des personnes qui en ont besoin, mais qui sont, heu, pas si nombreuses que ça, c'est-à-dire des vrais professionnels, qui font leur formation d'eux-mêmes, qui sont en démarche qualité et qui avaient besoin de cette structure. C'est pas l'essentiel des formateurs aujourd'hui, loin s'en faut. L'autre, impact, il vient en octobre, 2023. C'est-à-dire quand on bascule sur nos EV4, en fait, on a reformaté ce parcours audit pro et il n'est pas fini et on a pris du retard et c'est là alors dans quelques semaines, on va refaire ce parcours pro et donc là, il va s'améliorer et donc on va, ça fait partie de nos projets d'améliorer ce parcours pro mais la vague Calliope, a mobilisé toutes nos ressources et on a eu ça a été très long de traiter toutes ces, alors attention, mettre le nom d'un prestataire sur un organigramme peut être assimilé à un salarié caché. Alors, c'est c'est pas le problème de l'ICPF, mais effectivement, ça peut être le problème, heu, du, du dirigeant de l'entreprise. C'est-à-dire que le fait de bah, j'ai un cas pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai traité aujourd'hui, mais ça va dans votre sens, Dominique. Effectivement, vous en tant que client, si vous mettez un nom sur l'organigramme, que cette personne va créer un compte sur Noé, elle va signer les conditions générales d'utilisation. Donc, vous engagez la responsabilité de votre entreprise et votre responsabilité en tant que dirigeant. Vous êtes responsable de ce que fait ce monsieur. Si il ne respecte ou cette dame, si il ne respecte pas les conditions générales d'utilisation, ça remet en cause le contrat. Vous voyez, si cette personne, ne travaille que pour vous, et effectivement, vous lui donnez des instructions, enfin ça c'est on est hors du champ, voilà, mais si, heu, ce problème-là, vous voyez, comment dire? Vous lui donnez des instructions, et lui il arrive à établir un dossier dans lequel il prouve qu'il suit vos instructions, bah, il peut faire requalifier son contrat de travail. Donc le fait d'avoir recours à un prestataire,
doit être mûrement réfléchi et il faut avoir un contrat, heu, qui, je dirais nous on n'a pas aujourd'hui, on nous le reproche. C'est-à-dire qu'on nous reproche de dire: «Voilà, vous avez des audits qui où le c'est un prestataire comment dire, représente le client» et mais nous on montre, au COFRAC que, bah, non, il est sur l'organigramme et de toute façon on n'a pas autorité pour on peut pas aller plus loin que l'organigramme. Voilà, donc mais c'est clair que le fait de prendre un prestataire, mais ça c'est pour tout, hein, c'est pas que pour Calliope. Voilà. Alors, une autre question, monsieur Thomas, tu les Oui, vois? on a une question, qui a émergé, de la part de Laure dans ses points améliorés. Pourquoi Noé est devenu une prestation payante en plus? Ah bah, parce que ça coûte, madame, ah oui, oui, ça coûte, si vous saviez, c'est un investissement, enfin je suis très transparent, hein, mais c'est aujourd'hui on est à 5 millions d'euros d'investissement. Noé, ça nous coûte, plus de 120 000 € hors taxes par mois. Donc ça coûte, maintenant, là on arrive à la fin et bah, aujourd'hui on voit que, bah, on l'a bien vu quand on rachète ActiveCert, on va avoir la possibilité de maintenir nos tarifs, voire, de les optimiser. Parce qu'en fait, si on voit par rapport à ActiveCert, d'autres sociétés, en fait ils ont, nous ce qu'on a commencé à faire, c'est que, on arrive à distinguer les différents services. Et donc on arrive à faire un service de base qui est de moins en moins cher. Par contre, si vous voulez des choses en plus, bah, là, vous allez payer. Mais c'est ceux qui veulent quelque chose en plus qui vont payer. Vous voyez, nous, par exemple, on a la capacité de un client, ça arrive, un client qui va reporter son audit la veille, bah, il va payer quelque chose en plus et donc bah, c'est lui qui paye le report de son audit, pas les autres. Alors que chez d'autres certificateurs, en fait, tout est vous êtes en retard, il y a pas de sanction. Vous payez pas. Donc c'est tout le monde qui paye ou la boîte ne gagne pas d'argent, vous voyez? Donc là, nous, Noé nous permet d'avoir une qualité de service, qui est très importante, mais ce qu'il faut noter, c'est que maintenant on arrive, on arrive à sur des fonctionnalités aujourd'hui qui nous permettent d'optimiser et de diminuer nos coûts. Le Pour vous donner un ordre d'idée, le l'équipe ICPF est passée de 55 personnes en 2024 à 42 personnes et on a connu une croissance de 35. Vous voyez? Donc on a diminué nos coûts de manière, drastique. Voilà et donc ça, à un moment ou à un autre, la plateforme, vous voyez, quand elle sera optimisée, on pourra, faire des notre offre sera de plus en plus intéressante. Alors, on a, également identifié de notre côté, des points améliorés, des points d'insatisfaction d'ailleurs qui sont remontés, par, les clients dans des situations qu'ils rencontrent. Donc François, quelles sont les 4 situations principalement que l'on rencontre qui font l'objet d'insatisfaction, aujourd'hui? Voilà. Alors, bon, on les a déjà un peu évoqués, mais sur la planification des audits, heu, alors ça, c'est fluctuant parce que vous avez des périodes et vous avez, il y a une notion de la planification qui est très variable. C'est-à-dire que vous avez des clients qui vont planifier 1 an à l'avance et parfois c'est trop tôt, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les éléments pour, définir la durée de l'audit. Donc il faut attendre, donc il y a une plage de planification et vous avez des clients qui planifient la veille. Alors il est clair que, paradoxalement, celui qui va planifier, le client qui va planifier 1 an à l'avance, parfois il envoie sa demande le lundi à 9 heures et à 9:30, il s'étonne de ne pas avoir reçu de réponse. Donc il y a parfois un problème de réactivité sur la planification des audits. Ensuite, il y a parfois des insatisfactions sur la disponibilité de l'auditeur, c'est-à-dire qu'ils veulent, cet auditeur-là qui ne travaille plus pour nous ou qui avait fait l'audit à distance, mais il est à Marseille et vous êtes à Lille et donc ben, on ne va pas vous le proposer, voilà. Et après, il y a des alors, on a certains frais qui ne par exemple, les frais de déplacement ne sont pas compris dans la redevance, hein. Donc ça fait
100 balles, 60 balles et cetera. Ça fait des petits frais en plus qui, sont effectivement un motif, d'insatisfaction. Alors sur la partie règlement, vous avez notamment des sociétés, qui, très structurées où une facture, elle suit un traitement, lourd. Il faut un bon de commande, il faut des autorisations ou des signatures. Ils sont vraiment, enfin, c'était, une insatisfaction quand on mettait dans leur circuit une facture à 30 francs à 30 €. Ouh 30 €. Heu, je parle en francs là, ça il faut que je prenne ma retraite là, voilà. Donc, à 30 €, voilà. Donc ça, c'était j'ai eu le dirigeant une filiale d'un grand groupe, automobile, et donc il m'a dit: «Monsieur Guéniou, c'est pas possible, vous pouvez pas m'envoyer, je suis un des plus gros constructeurs automobiles du monde, vous pouvez pas m'envoyer une facture à 30 €». Voilà. Donc ça, c'est un motif d'insatisfaction qu'on a bien identifié, donc on a trouvé une solution. Ensuite, il y a aussi pour toutes les administrations, parce qu'on a un grand nombre d'administrations, ça passe par Chorus. Et là, alors ça peut être étendu aussi à certains systèmes d'achat, de traitement des achats qui sont particuliers, où, en fait, je pense qu'on est dans la mauvaise case. Mais, en clair, c'est quoi? C'est que chaque facture donne lieu à un bon de commande et il n'y a pas de notion d'abondement comme on a nous avec des factures, annuelles. Voilà. De ce fait, on a du mal à faire rentrer dans certains systèmes, ces factures. Et alors souvent on est dans la mauvaise case parce que l'entreprise, oui, s'il y en a parmi vous, le grand compte, heu, le grand compte, comment dire? Nous fait référencer comme fournisseur et après on nous demande de remplir les obligations annuelles d'un fournisseur d'une grande entreprise. C'est-à-dire envoyer des attestations URSSAF qu'on paye tous nos collaborateurs, que, vous voyez des trucs comme ça. Alors là, on voit très bien parce qu'on voit qu'on reçoit des tas de mails et cetera. Voilà, donc là, je dirais, ça génère parfois de l'insatisfaction le temps qu'on se cale. Et enfin, un dernier motif d'insatisfaction, c'est qu'en fait, un certain nombre d'entre vous, vous avez de la difficulté à accepter d'être relancé, de comment dire? C'est compliqué pour certaines entreprises de payer les factures, en fait, dans les temps parce que, bah, vous avez d'autres choses à faire, voilà et donc là, alors, là où ça pose problème, c'est le fait qu'il faut je vous conseille vivement de tout passer en prélèvement et en fait, après vous recevez les factures et vous pouvez mettre à jour ça quand vous voulez. Donc vous voyez, ça c'est plutôt, financier administratif, voilà. Ensuite, il y a l'émission de certificats. Donc l'émission de certificats où là, on a des relances et là, certains, vous êtes plus pressés que d'autres, voilà. Donc ça, on l'a amélioré aussi et la qualité des réponses. Alors ce qu'on va faire par rapport à ça, bon, les règlements, on travaille à l'améliorer et on a créé 2 passes, un pass Serenity notamment, c'est plus haut de gamme et là, ça permet c'est un pass où tout est compris. Donc vous avez plus de frais de déplacement, tout est offert. Une fois que vous avez payé le pass, hein. Alors c'est pas vraiment offert, mais c'est un forfait et donc il y a plus de petites factures. Voilà. Ça vous offre aussi sur la planification des audits et l'émission de certificats, là, on a créé un pass urgence et un pass report et donc là, si vous êtes en situation d'urgence, bah, il suffit de prendre ce pass. C'est un petit peu plus cher, mais pour certains organismes, les financements, c'est essentiel et donc vous l'avez vite amorti. Donc, c'est pas 200-300 € de plus quand vous êtes pressé qui va vous changer la vie. Vous voyez? Donc ça, pour ceux qui en ont les moyens et qui veulent le faire, on a on vous fait passer en priorité sur la revue et on vous fait passer en priorité sur la planification des audits et il n'y a pas de petite facture. Voilà. Ça, c'est, les passes qu'on a créés. Sur la qualité des réponses, on est en train de refondre complètement notre système de téléphonie, nos messages. Donc on a déjà revu complètement le service client et maintenant on va revoir le système téléphonique, donc ça sera prêt dans 3 ou 4 mois et là, donc on va être beaucoup plus performant au téléphone. Alors une interrogation de la part de Sylvie qui indique: «En vous écoutant, nous pouvons nous vous demander d'être audité par un certificateur tel ou tel, qui bien sûr travaille avec vous». Je pensais que ce n'était pas possible. La question c'est est-ce qu'on peut être audité par un autre certificateur? Je comprends, oui, c'est ce que je comprends.
Alors en C'est fait peut-être c'est aujourd'hui peut-être en parlant de ActiveCert, oui, alors là aujourd'hui, en fait, bon, Active certes aujourd'hui on a 2 sociétés qui continuent leur existence donc moi je vous conseille d'aller soit chez ICPF, soit chez Active certes, voilà. Bah, Active certes, c'est une équipe, bon ils font du très bon travail, mais bon les délais sont plus longs, voilà et ils sont très exigeants, très pointilleux donc ça convient à je dirais à certains clients qui veulent une relation de proximité peut-être plus personnalisée et mais si vous êtes dans l'efficacité, là, c'est plutôt ICPF, on voit qu'on a une capacité à traiter des volumes, et à faire une qualité de service, on est plus précis, on va dire, voilà. Ah non, la question: «Peut-on choisir son auditeur?» alors, heu, vous ne pouvez pas choisir votre auditeur, mais vous pouvez demander un auditeur donné et nous, dans la mesure de la disponibilité, on va le faire. Alors il y a là aussi voilà, donc mais si vous connaissez un auditeur, vous dire, bah, vous pouvez mettre dans la demande, «Je souhaite avoir tel auditeur» et si il est disponible, on va vous le confier. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des auditeurs qui travaillent plus pour nous, donc on les a plus, donc ça va vous le dire et il y a des auditeurs sous-traitants, qu'on va pas forcément faire, travailler parce qu'on privilégie les auditeurs salariés. Pour une question de quand on a des salariés, il faut faire travailler ses salariés, hein, ça c'est tout le monde comprend, mais c'est aussi pour des questions de qualité parce que comment dire? On maîtrise plus la qualité de prestation de nos auditeurs salariés, c'est bien normal, que des auditeurs qualité sous-traitants. Merci pour cette réponse François. On va, maintenant faire la transition sur, la partie certification avec, notamment la présentation de l'escale de la qualité. Pour vous rappeler le contexte, donc, François, aujourd'hui, quelles sont les marches existantes pour développer la qualité de son activité en formation? Alors bon cet escalier, vous l'avez certainement vu, bon c'est important d'avoir un cap, et de savoir où on va. Hem, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Puisqu'il y a eu un certain nombre d'annonces, et de réformes, qui ont été, enfin de réformes, d'annonces, d'évolutions qui ont été présentées et qui, je dirais vont donnent le cap de ce que va être l'évolution de la qualité, de la formation et qui doit être un axe pour vous de développement. C'est-à-dire qu'il faut vous devez mettre votre organisme en ligne par rapport à cette évolution si la qualité pour vous a de l'importance. La démonstration de votre qualité, voilà. Alors, sur vouloir le statut, donc c'est la première marche, donc je le dis, je le redis, ça fait 40 enfin ça fait 30 ans que je le dis, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire de la formation, qui veulent devenir des professionnels de la formation. Donc personne ne veut la mort des petits formateurs, personne ne veut qu'il n'y ait que des grosses entreprises, ça reste, plus que jamais, il n'y a pas de grandes entreprises de formation. Il y a pas de il y a auc il y a ça n'existe pas et les grandes entreprises de formation sont celles qui ont la plus grande entreprise de formation professionnelle en France, c'est l'AFPA qui a beaucoup de problèmes et i les indépendants ne sont pas, les petits organismes de formation. Les petits organismes de formation, il y a pas de formateurs dedans, c'est des coquilles, qui servent à faire de la formation, mais il y a pas un formateur à temps plein dans tous ces organismes. Donc ça, c'est, quelque chose qui a beaucoup de oui, ces 3 réalités-là, un grand nombre d'entre vous avez beaucoup de mal à les intégrer parce qu'on vous dit constamment la même chose, mais il n'y a jamais eu autant d'organismes de formation en France qu'aujourd'hui et il n'y a jamais eu autant de personnes qui veulent faire de la formation leur métier. La deuxième marche, c'est le numéro de déclaration d'activité qui reste une étape incontournable, mais qui aujourd'hui n'est pas, abordée en première intention. C'est-à-dire que le volontaire va aller sur la deuxième marche, on va lui dire: «Ah, il faut que tu aies passé la première marche», donc après il va aller chercher le numéro de déclaration d'activité. Alors là, le numéro de déclaration d'activité, on a simplifié, les démarches dans le sens où, il y a un certain nombre d'informations qui est à fournir sur demande. Ensuite, vous avez la certification Quadiopi, donc là, l'évolution de la certification Quadiopi, l'évolution, majeure qui est pas c'est que le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, après avoir, il y a 2 ans, présenté un projet qui
qui consistait à dire: «On va faire notre propre Calliope, on va faire notre propre version de Calliope». Au bout de 2 ans, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils allaient étendre Calliope. Donc ils vont étendre Calliope à l'enseignement supérieur. Et là, le 2e point qui est passé inaperçu, très peu des commentateurs, l'ont mis en évidence, le point essentiel que vous devez tous intégrer, c'est qu'au départ, Calliope, comme c'est marqué sur le graphique, c'était pour accéder au financement public. Et le raisonnement de la ministre, du Travail de l'époque, madame Pénicaud, c'était de dire: «Calliope, ça va être pour les entreprises de formation qui recourent au financement public, mais il y a fort à parier que les autres organismes de formation vont s'engouffrer dans la brèche». Ce qui s'est révélé exact. Mais là, pour les établissements d'enseignement supérieur, on s'est dit: «Ce label qualité, il va protéger les sponsors particuliers de l'enseignement supérieur», en l'occurrence les parents. Parce qu'il y a peu d'étudiants qui payent, eux-mêmes leurs études, et donc on va Calliope, ça va être pour tous les diplômes qui sont délivrés par NCP. Donc, vous voyez cette évolution de Calliope qui est majeure, c'est que Calliope sert pour protéger le financeur privé, enfin particulier de la formation. Et ça, c'est une évolution énorme. Le fait que 3 ministères se réunissent sur ce dispositif, vous voyez, et le fait qu'on étende ça à des financements privés. Donc ça, c'est l'évolution majeure sur certification Calliope qui n'est pas encore actée, hein, c'est le projet. Alors maintenant, bon, de mon expérience, même si, aujourd'hui on a une situation politique qui est très troublée, l'expérience montre, depuis, 30 ans que, en fait, il y a un relatif consensus sur la formation professionnelle, et que, quel que soit le bord politique, les idées de réforme font l'objet d'un consensus, même s'ils ne le disent pas. Et bon, il y a des aménagements, il y a ces gens-là discutent, et cetera, mais le système fonctionne de mon point de vue relativement bien, et donc c'est quelque chose qui va sans doute se faire courant 2026. Voilà. Alors ça fait 4 000 organismes en plus, et c'est les enseignements d'établissements supérieurs, c'est des grands organismes, les tailles sont importantes. Donc, c'est 4 000 acteurs significatifs qui vont rentrer dans la certification Calliope dans le courant de 2026. Après, vous avez le CPF. Alors, quelle est l'évolution du CPF? Alors, en fait, là, on pourrait faire évoluer cette 3e marche, parce qu'en fait, ce n'est pas le CPF, c'est le référencement EDOF. On pourrait dire c'est le référencement EDOF. C'est-à-dire que votre organisme est référencé sur EDOF. Il est habilité par un certificateur professionnel, et donc vous vendez les formations et vous payez le vous rémunérez le certificateur professionnel avec l'argent que vous touchez de la Caisse des dépôts. Alors, l'évolution qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va, on se rend compte que la certification, c'est un métier. Certifier les compétences, c'est un métier. Donc, au niveau de l'État, on s'en rend compte. Et donc, France Compétences veut augmenter le niveau d'exigence vis-à-vis des certificateurs professionnels, pour obtenir 2 choses. D'abord, que le certificateur professionnel soit plus investi dans la diffusion de sa certification. C'est-à-dire que ce qu'on veut éviter, c'est l'organisme de formation qui dépose une certification, mais qui ne la diffuse pas. C'est-à-dire qu'il est le seul à faire, à faire les formations qui permettent d'obtenir sa certification. Donc ça, on n'en veut plus. On veut des certifications qui fonctionnent et qui sont activées par d'autres organismes de formation. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que l'habilitation des organismes de formation doit être plus rigoureuse. Oui, et donc là aussi, on va durcir les règles d'habilitation. Voilà. Donc là, c'est des évolutions, on reste dans l'esprit, mais c'est des évolutions qui sont en cours, enfin les 2 principales. C'est une synthèse, hein, parce qu'il y a des détails en plus, mais c'est la synthèse, je traduis sur ce qui me paraît vous concerner le plus. C'est-à-dire que là, l'opportunité, qu'est-ce que c'est? C'est soit de dire: «Il faut que je trouve un certificateur professionnel qui va m'habiliter parce que je vais mener une activité épanouissante
en diffusant sa certification et il faut que, si je suis certificateur, il faut que je fasse attention à ce que la certification, ça devient un business à part entière, c'est une activité à part entière et il faut que je sois en capacité d'augmenter le niveau des de répondre aux attentes de France Compétences qui sont en augmentation. Voilà, ça c'est le et l'idée reçue qui ne fonctionne pas, c'est que hem, je vais déposer ma propre certification. Ça paraît, ce qui était une évidence il y a 10 ans, il y a 5 ans, ça aujourd'hui, ça paraît moins important. Faut plutôt trouver la certification qui va bien ou alors ne pas y aller tout seul. C'est-à-dire se dire: «Voilà, on est plusieurs organismes de formation et il nous faut un certificateur». Alors sur la certification de personnes, il y a pas beaucoup d'avancées, si ce n'est que, on nous le propose à nous, c'est-à-dire que, on dit: «Voilà, il faudrait qu'on soit sûr de la compétence de l'auditeur et que ce soit attesté par quelqu'un qui est tierce partie». Voilà, donc la formation, par le ministère, nous applique à nous-mêmes, ce qui n'applique pas à la formation. Voilà, bon, c'est une boutade, hein, mais voilà, donc là, on devrait avoir une certification professionnelle, et il faudrait que tous les auditeurs passent par cette certification, mais il y a l'idée quand même que, vous voyez, là, on peut travailler sur l'axe de la personne pour améliorer la qualité de la certification et pour la formation, c'est pareil. Travailler sur la qualité, sur le professionnalisme, de l'intervenant, ça permet d'améliorer la qualité de la formation. Donc l'idée est en marche, ça continue. Bon, ça fait, en marche depuis 1995, hein, mais on lâche pas. Alors après, vous avez ces certifications ISO 9001 et 21001, alors qui conservent du sens à l'international et qui, mettent en exergue une lacune, persistante de Calliope. C'est-à-dire que Calliope a pour effet de centrer l'organisme de formation sur le marché français, sur le marché financier, sur le marché français. Et donc après, il y a vous voyez, si vous voyez quelles sont les PME, les TPE, les grandes entreprises françaises aujourd'hui qui peuvent se dire: «Je ne travaille que sur le marché français». Pour une PME, entre, 10 et 250 personnes, c'est impossible de se dire: «Je ne vais travailler qu'en France». Vous fabriquez des boulons, vous êtes prestataire de services, c'est aujourd'hui, c'est à minima le marché européen et donc là, il y a cette problématique-là qui est complexe, hein, que, bah, l'organisme de formation, de par Calliope et de par tout ce système, bah, il ne travaille que sur il est centré sur la France. Donc alors à l'international, ça bouge pas beaucoup quand même, hein, puisque, la norme ISO 21001, qui existe maintenant depuis 6 ans, n'a pas tant de succès ça à l'international, mais il y a quand même des projets de certification menés par certains États et donc là-dessus, on voit qu'on cette certification internationale, elle progresse, mais pour l'instant, là aussi, c'est en devenir. C'est pas parce que vous allez prendre la norme ISO 21001 et aller à l'international que ça va fonctionner, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je vais répondre à 2 questions sur, la marche du CPF. On a une question de la part de Béatrice. Donc comment intervenir sur les actions CPF? Alors vous avez 3 chemins aujourd'hui, à suivre si, c'est votre objectif. Le premier chemin, c'est de le prendre avec la certification Calliope uniquement. Il y a 2 catégories aujourd'hui qui vous permettent d'accéder au CPF, c'est la VAE et le bilan de compétences. Donc, obtenir Calliope sur l'une de ces 2 catégories ou les 2, et ensuite, entamer les démarches pour, bénéficier des financements au travers de ces activités-là. La deuxième possibilité, ce que présentait François, qui n'est pas aujourd'hui, la marche la plus simple, c'est d'enregistrer vous-même vos actions de formation sur, la plateforme EDOF, et donc pour cela, enregistrer une certification professionnelle au travers de France Compétences avec votre dossier. Et la troisième possibilité, c'est de mener, enfin d'avoir un partenariat avec un organisme certificateur, donc qui aurait déjà ces certifications, sur, ces registres-là, et donc ce serait plus simple, de d'arriver de cette façon.
Alors c'était la 1re question CPF et ensuite une autre qui, avait été posée au début. Je n'ai plus le prénom de la personne sous les yeux, mais c'était relatif à la sous-traitance. Une personne qui s'interrogeait sur, en tant que sous-traitant, est-ce qu'il faut obtenir Calliope ou pas? Donc cette question est directement liée à la 3e marche, donc celle du CPF. Le sous-traitant qui a l'obligation d'obtenir la certification Calliope, c'est celui qui a un donneur d'ordre, qui lui, demande d'intervenir sur des actions CPF et c'est le sous-traitant qui est hors du statut microsocial ou s'il est, auto-entrepreneur, il faut qu'il soit sur un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 €. Donc c'est les conditions, à réunir ou pas pour, Ça, c'est la question de la personne qui veut pas y aller, hein. On l'a détecté. mais la personne qui veut la personne qui veut y Voilà, aller, la voilà, se personne pose qui veut y peut-être pas aller, la elle prend question. la certification Calliope et là, on a sur les webinaires, on a un webinaire dédié à la sous-traitance, hein, auquel bon, on traite ça plus en détail, comme on a un webinaire dédié aussi sur la certification professionnelle. Donc là, moi, je vous donne la vision du président de l'ICPF et je ne vais pas rentrer dans le détail. Mmh mh. Ouais, Bon, c'est pas parce que l'objet de ce webinaire. c'est pas mon expertise, hein, je suis pas, je il y a je je suis pas un expert de toutes ces questions-là, hein. J'ai pas la vocation d'être un expert, j'ai juste, je suis en interaction complète sur ce milieu-là, mais heu bon, moi, ce que je vous dis, c'est où est-ce qu'il y a une opportunité et où est-ce que ça va? Parce que je vois comment les choses évoluent, je pense, voilà. Bon, Alors par exemple, vous voyez, si je prends l'exemple, il y a 2 ans, quand l'enseignement supérieur a dit: «Voilà, on va créer une version concurrente de Calliope», je me suis pas inquiété du tout. Je savais qu'ils allaient revenir sur Calliope. Parce qu'en fait, eux ne savaient pas ce que c'était, donc ils ont étudié Calliope pour faire la même chose et bon, Calliope, je connais la robustesse de ce système et donc je pense que tous ces personnes, ils étaient des dizaines qui ont travaillé là-dessus, se sont bien rendus compte que refaire Calliope, ça allait coûter une fortune en termes d'énergie, de temps, et cetera et ça allait prendre un temps fou et que donc il valait mieux s'engouffrer dans Calliope qui était fait pour ça. Alors je vois que vous chattez, hem, alors sinon, il y a une question de Laure Vian que j'ai vue là sur le décret du 6 juin, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais ça serait trop long, mais disons, enfin, de mon point de vue, hein, le de mon point de vue, le CPF, là aussi, on est face à, enfin, de ma vision, hein, de ce que je vois, c'est un sujet sur lequel on travaille, hein, la certification de compétences depuis très longtemps. Et donc, on voit l'attendu et je dirais, il y a ce qu'il faut comprendre, mais qui n'est pas évident parce quand on part du point de vue, je dirais juridique ou du point de vue pédagogique, on ne comprend pas forcément ce que c'est qu'une certification de compétences, qui est un sujet complexe, hein, la certification de compétences. Voilà. Mais en fait, ma vision, moi, c'est que la certification professionnelle, c'est un métier et que c'est une activité à part entière. C'est comme le conseil et l'audit, ça doit être séparé. Et donc là, on a laissé penser que des organismes de formation pourraient déposer des certifications, devenir certificateurs et que ça allait marcher. Et en fait, ça, ce n'était pas tout à fait exact parce qu'il n'y a pas en France, de la part des organismes de formation, de culture de la certification professionnelle. Il n'y a pas en France de culture de l'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation. Voilà, c'est pas aussi répandu qu'on aurait voulu le faire croire. Donc pour les organismes de formation, il y a un double obstacle. D'une part, mettre en place un système d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation et d'autre part, faire en sorte que ce dispositif puisse donner lieu à des certifications. Voilà. Ça, c'est le mécanisme fondamental de la certification professionnelle et si on ne le comprend pas, on rentre dans, ça va être très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Et donc là, il y a une équipe à France Compétences et il y a des gens qui travaillent sur cette question-là et qui vont petit à petit
de la même manière que sur la qualité, on a beaucoup tâtonné, finir par rentrer dans un système, je dirais qui existe déjà, un système de référence et là, on va trouver une certaine, certainement une plus grande efficacité, une plus grande clarté du système, voilà. Alors, on va peut-être revenir sur des informations qu'on a déjà délivrées. On va passer sur la 2e partie du webinaire, le contexte actuel. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, François, en termes de certification de Calliope par rapport au marché global de la formation professionnelle? Alors je rends hommage à Stéphane Rémy qui était le directeur, qui s'est occupé pendant, près de 11 ans, de ces 2 réformes de la formation professionnelle au ministère du Travail à la l'UFP et je le félicitais parce qu'il a été, il a changé de poste. Maintenant, il travaille à l'adresse à Lille et je le félicitais pour son action parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément apporté, avec qui j'ai beaucoup échangé et qui a fait un magnifique travail, pour la qualité de la formation et donc pour, la France et on échangeait sur ce phénomène, vous voyez de que moi j'ai connu un nombre d'organismes de formation à 40 000, donc vous voyez, on est à 154 000, voilà, donc plus 16 depuis le 1er janvier. Les certifiés Calliope, vous voyez, il y a effectivement des sorties, hein, chez nous, les sorties, c'est 8. C'est-à-dire que 8 clients sur 100, arrêtent la certification Calliope. Et bah, vous voyez que malgré, le nombre de certifiés augmente et par contre, ce qui est un peu là aussi le 2e paradoxe, c'est, il y a je ne comprends pas pourquoi on prend un NDA et qu'on ne prend pas Calliope. Aujourd'hui, avoir un NDA tout seul, ça a pas de sens, sauf pour, les sous-traitants des actions de formation hors CPF, mais vous voyez, il y a un gros écart entre le nombre de certifiés Calliope et le nombre d'organismes de formation. Voilà et enfin, vous avez, ICPF donc, pour vous situer, donc nous, voilà et donc si on il doit y avoir un voilà, avec ActiCerf, ça fait 15 du marché, donc ça fait une augmentation pour nous depuis le début de l'année à 30. Vous voyez, il y a, hem une évolution, ouais, de plus en plus de monde arrive sur ce marché-là et ça, c'est aussi sur un plan stratégique, c'est une donnée que les professionnels de la formation doivent intégrer. C'est-à-dire que Calliope n'est pas, suffisamment exigeant pour que, comment dire? Ce soit ça protège ceux qui l'ont. Vous voyez, normalement dans d'autres domaines, hein, la certification c'est la certification qualité, ça sert à quoi? Ça sert à distinguer les plus performants, ceux qui apportent le plus de services, hein, de plus de qualité. Donc ça fixe des normes qualité et souvent c'est mis en œuvre par les professionnels pour, je dirais, restreindre l'accès à leur marché pour faire que ce soit plus facile. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, bah, Calliope, et vous voyez, il y a un grand nombre de mesures qui sont prises qui facilitent l'accès à Calliope. Et c'est là où, les professionnels, comme vous, hein, vous devez vous interroger, c'est qu'il faut quand même protéger, hein, son marché et que rendre, le marché accessible à tous, vous voyez, si, Hermès, baissait ses standards qualité pour que tout le monde puisse fabriquer des sacs Hermès, et ben, Hermès vendrait pas ses sacs à 7 000. Au contraire, ils protègent leurs secrets de fabrication, ils sont très discrets sur ce qu'ils font, ils se protègent. Voilà. Et donc là, il y a je vous invite à réfléchir là-dessus sur la manière dont vous, c'est bien d'accueillir, mais il faut voir que c'est des concurrents potentiels quand même. Alors nous, on est ravis d'accueillir, de nouveaux certifiés, hein, c'est pas un problème pour nous, mais c'est vrai qu'il y a une attitude un peu paradoxale quand des syndicats de formateurs, disent qu'on va comment dire? Ils obtiennent que, les auto-entrepreneurs n'aient pas besoin de Calliope, alors que ceux qui ont des sociétés installées en ont besoin. Bah, on impose une charge, une contrainte à un, un organisme installé qu'on n'impose pas à quelqu'un qui arrive, qui est auto-entrepreneur, vous voyez? Ça, c'est un exemple concret de cette attitude qui consiste à ouvrir les fenêtres à des nouveaux entrants et d'ailleurs qu'on est après obligé d'un peu rattraper en leur imposant par exemple une demi-journée d'audit de plus la première année. Parce qu'on voit bien que, ils utilisent Calliope pour, bien se structurer, bien s'organiser. Ils ont simplement besoin d'une demi-journée de plus au bout d'un an et c'est quand même aujourd'hui une nouvelle population qui arrive sur Calliope et qui n'ont pas eu les problèmes qu'un grand nombre d'entre vous
ont eu, c'est-à-dire adapter son activité à Calliope. Eux, ils n'ont pas d'activité, ils commencent. Donc, ils prennent Calliope et après, ils font l'activité en fonction de Calliope. Exemple flagrant pour les bilans de compétences, par exemple. Alors, réaction de Laure qui indique que 29 de certifiés Qualiopi, c'est bas. Oui, je suis d'accord avec vous, Laure, ce chiffre était plus élevé. Et là, cette augmentation, en fait, l'augmentation, le nombre de NDA augmente plus vite que le nombre de certifiés Calliope. Et là, je pense qu'à un moment, on était proche de 40%. Et donc là, c'est un peu paradoxal parce que je ne comprends pas, mais on a l'impression que c'est des professionnels c'est des projets à long terme, c'est-à-dire qu'ils prennent le NDA, ils commencent et puis ils verront plus tard. Et en fait, c'est des projets souvent qui sont, je dirais, intermittents ou c'est des projets passion. Donc, ils veulent le faire, mais ils ont tout leur temps, ils ont d'autres activités. La formation, c'est vu comme une activité annexe. Mais bon, ça reste un grand mystère quand même parce que, comme le fichier, vous avez les noms d'entreprises et voilà. Vous retrouvez pas forcément, on n'arrive pas, nous, à avoir les adresses, que ce soit postales, email ou les contacts de tous ces NDA. On n'en a qu'une partie. Alors, on a une question de Benjamin. La question est la suivante, hein. À l'international, c'est beaucoup plus simple. Les États ne participent pas au financement, donc ne contrôlent pas. Au contraire de la France, où chaque entreprise doit participer au pot commun de la formation professionnelle pour ne parfois avoir aucun droit sur cette enveloppe. Le Alors, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. En fait, il n'y a pas un pays qui dit la formation professionnelle, c'est pas important, il faut pas en faire. Il y a, il y a pas un pays qui dit ça, hein. Ensuite, tous les pays euh, accordent de l'importance à la qualité de la formation. Alors, il y a des pays où c'est des financements privés, États-Unis, Royaume-Uni, 60-70% de la formation, c'est payé par les personnes. Et là, il y a un investissement qui est parfois colossal aux États-Unis. On va s'endetter. La dette étudiante, par exemple, c'est un problème. Donc, on s'endette pour la formation. Nous, en France, mais en Espagne aussi, en Allemagne, il y a des systèmes de financement. En Australie aussi, il y a des systèmes de financement. Par exemple, en Australie, vous allez bénéficier de financement public, il faut déposer les supports. Bon. En Allemagne, vous avez, vous comparez, 6 000 organismes de formation et vous avez à peu près 30 ou 40 000 formateurs. Et donc, il y a une certification pour le formateur et une certification pour l'organisme de formation. Donc, il y en a beaucoup moins. Alors, ces certifications garantissent des financements, etc. Et pour vous donner un autre chiffre, je crois que c'est en Inde. En Inde, ils ont par exemple rendu une certification ISO obligatoire, ça doit peut-être la 21001 maintenant, mais en Inde, il faudrait peut-être que j'actualise mes chiffres, mais il y a 10 000 organismes de formation. Donc en fait, nous, la spécificité française, c'est qu'on fait beaucoup plus de formation qu'ailleurs. Il y a beaucoup de financement et il y a énormément d'organismes de formation qui participent au développement de l'économie. C'est une situation complètement originale, oui. Alors, on va maintenant passer à la troisième et pas la quatrième partie de ce webinaire sur les évolutions à venir. On a parlé tout à l'heure, François, du plan qualité de manière générale. Quelles sont les mesures à venir qui ont été annoncées par ce plan, même si les dates restent encore plutôt des intentions plutôt que des décrets précis? Bon, alors sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs Jean-Pierre Willems, qui est donc quand même le consultant en droit de la formation, s'en est ému. Bon, il y a eu une communication cet été très dramatisante qui me paraît complètement déplacée, compte tenu du fait qu'il n'y a rien de fait et que la plupart des mesures vont pas changer globalement le sens de la certification, si ce n'est l'extension. euh, le point le plus important, d'ailleurs, qui ne figure pas dans le plan de qualité, c'est que la nouvelle la plus importante, c'est que le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Formation travaillent ensemble pour Calliope. Ça,
un élément de valeur pour vous et pour nous, c'est-à-dire que la certification Qualiopi prend plus de valeur. Ça fait parler de la certification. Il n'y a pas si longtemps, dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur, ils ne voulaient pas entendre parler de Qualiopi. Maintenant, au niveau des ministères, ils se sont mis d'accord pour aller vers Qualiopi. Et ça donne de la valeur au certificat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, après, si je prends les mesures qui ne sont pas encore en place, la présence obligatoire du dirigeant, c'est un problème qui est, à mon avis, c'est abordé à coups de hache et ça va avoir beaucoup de mal à passer le cap du décret parce que je précise que sur aucune de ces 5 points, bon, je représente, enfin, j'ai peut-être un peu d'ego, hein, mais personne ne m'a demandé mon avis. Donc, je suis étonné que sur des problématiques comme ça, on ne demande pas l'avis on doit avoir 1000 CFA, nous, donc on en fait beaucoup des audits. Donc, je considère que là, on règle un problème qui est un peu mon problème, sans m'en parler. Et au moins, il faudrait m'écouter et dire voilà. Alors, bon, vous voyez, ça, c'était le truc que je veux dire qui dit que ça, pour l'instant, c'est assez politique et c'est pas prêt, c'est pas encore fait, quoi. Voilà. Alors, pour le dirigeant, qu'est-ce que c'est que ce problème du, vous voyez, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ce problème du dirigeant? En fait, il s'avérerait que, il s'avère que certaines personnes s'émeuvent du fait que c'est pas le dirigeant qui participe à l'audit Qualiopi. On a des organismes de formation où il y a 400 personnes. Il est clair que, quelle que soit la certification, le dirigeant, il y a un représentant de la direction qui, à minima, va faire la réunion d'introduction et qui va faire la réunion de clôture. Donc ça pourrait être mis par écrit et demandé. Maintenant, imposer à un directeur de CFA dans lequel il y a 400 personnes de se cogner toute une journée d'audit, euh, ça me paraît, je ne vois pas ce que ça va garantir parce qu'on va embêter des dirigeants et je ne vois pas le problème de la présence du dirigeant d'un petit CFA à l'audit. Il devrait y être. Voilà. Et donc, mais par contre, à un grand, il faudrait un représentant de la direction. Oui. Alors, nous, comment on traitait ça avant Calliope? Dans l'ISO 9000, ben, on avait des organigrammes et puis par contre, on auditait la capacité de la personne à représenter l'entreprise. Et donc ça donnait lieu à des discussions, vous voyez, en ISO 9000. Parce voilà. Mais là, nous, on nous demande pas, on n'audite pas la capacité du dirigeant dans Calliope. Ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre parce que c'est dans certains commentaires, c'est mis, c'est que en fait, l'auditeur, il ne vous audite pas vous, il n'audite pas votre compétence, il audite le dispositif que vous lui présentez. Et donc, à la limite que le dispositif soit présenté par quelqu'un qui n'est pas de la société, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on ne peut pas mettre de non-conformité si l'interlocuteur ne maîtrise pas le système. S'il est incapable de répondre aux questions et qu'il ne fournit pas de preuves, c'est le fait qu'il ne fournisse pas de preuves et qu'il ne réponde pas aux questions qui va poser problème. Mais ce n'est pas sa personne et sa qualité en tant que telle qui va poser problème. Alors, sur le renforcement des modalités d'audit et l'harmonisation entre certificateurs, je dirais qu'il y a là-dessus, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est lié au fait que certains certificateurs, aujourd'hui, ils ont peu de certifiés et qu'en fait, quand vous avez 200 certifiés, vous allez faire un audit à Lille une fois tous les 18 mois. Et donc, c'est comme si vous, dans votre organisme, vous aviez une formation à faire à Lille et que vous êtes à Montpellier, vous avez une formation à Lille, un jour de formation, une fois tous les 18 mois. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous prenez quelqu'un de Montpellier et il va partir et ça va faire des frais de déplacement, soit vous avez un sous-traitant, mais l'activer pour une journée tous les 18 mois avec un référentiel, vous voyez, qui évolue sans cesse, toutes les ambitions, etc. euh, il faut être sûr que le sous-traitant il est à niveau. Alors ça pose problème. Et c'est pas parce que ce sous-traitant, il y a 1 an, il y a 2 ans, il aura suivi une formation qu'il va pouvoir se mettre à niveau tout le temps. C'est ça le problème, c'est que le référentiel évolue et que donc si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas beaucoup d'audits et si l'organisme de certification ne vous manage pas, vous n'assurez pas toujours la bonne qualité d'audit. Voilà. Donc après, il y a un autre problème, c'est le management de l'organisme de certification, le management des auditeurs. Donc nous, on a des salariés, on voit très bien la différence entre les salariés et les sous-traitants. C'est plus difficile à manager et surtout si
ils font pas, beaucoup d'audits, quoi, voilà. Et en fait, le dernier point, c'est qu'un auditeur chez nous, il va faire c'est comme un formateur, hein. Un formateur, il doit faire 120-130 jours dans l'année. Nous, un auditeur, il fait 168 jours. Quand vous faites 168 jours d'audit, il y a forcément un jour sans. Vous pouvez pas faire c'est des humains. Donc on est ceux qui ont été formateurs, moi j'étais formateur pendant 10 ans. Bah, il y a des jours, je suis arrivé en vrac, j'ai raté ma formation, c'était complètement loupé, ça s'est pas passé du tout comme je le voulais et voilà et puis le lendemain, bah, j'ai attaqué une autre formation et ça s'est bien passé et voilà. Il y a forcément des jours où vous loupez votre train, vous êtes en retard, vous avez un problème perso, pour des tas de raisons, vous loupez votre journée et donc c'est pareil pour les auditeurs, de temps en temps, ça se passe pas comme on voudrait. Alors donc, répertoire spécifique, bah, je pense que c'est pas le problème parce que des certifications, qui il existe déjà la certification de d'AFNOR Compétences, et à la limite, c'est ceux qui nous ont posé le plus de problèmes. Donc, non, mais ça parce que c'est pas le problème. Le problème, c'est d'assurer une qualité de service tous les jours, hein, compte tenu des de la géographie et compte tenu de l'évolution du référentiel. C'est pas une certification qui résoudra le problème, mais bon, s'il faut la prendre, on la prendra. Alors après, un rôle renforcé pour France Compétences auprès du COFRAC, en fait, bah, ça vous concerne peut-être pas complètement, mais il faut savoir qu'on a, en fait, nous, on va rendre compte à la DGEFP, donc là, on va rendre compte à France Compétences et on est évalué tous les ans par le COFRAC et le COFRAC reçoit des signalements et nous en parle. Alors, le COFRAC reçoit des signalements, enfin, la DGEFP reçoit des signalements et donc là, il y a, la manière dont on traite ces signalements, voilà. Des signalements qui peuvent concerner des organismes. Voilà. Il y a des dispositions de Calliope qui sont, complexes à faire appliquer, qui n'ont pas forcément une incidence majeure d'ailleurs, mais, par exemple, heu, voilà, qui a sur son site web le certificat Calliope affiché parmi vous? Qui a affiché le certificat? Vous voyez? Bon, vous pouvez répondre, sur le chat pour qu'on ait une idée, vous voyez? Et donc ça, bah, ceux qui l'ont, bah, c'est très bien. Alors, bah, c'est parce que vous êtes chez un bon certificateur, mais en fait, quand vous regardez, l'ensemble, bah, vous voyez, donc là, vous voyez, bon, je suis Oui, il y fier a plus parce de que oui que voilà, de non. il y a plus de oui, bah, voilà, c'est très bien. Et ben nous, quand on regarde, on a des commerciaux qui vont aller chercher, scanner sur les sites et on voit que 7, 7 sites sur 10, il n'y a pas de certificat. Donc ça voudrait dire que nous, on prend les sites un par un, on les signale aux confrères. Au bout de 15 jours, s'il ne le fait pas, on va le signaler à la DGEFP, donc à France Compétences, et France Compétences va faire la mesure. Et quand il y a 44 000 organismes, vous voyez, c'est qu'il faut traiter tout ce flux d'informations. Et aujourd'hui, ni le COFRAC, ni France Compétences ne sont équipés pour réguler l'activité de 40 000 organismes. Ils sont et alors après, il faudra que France Compétences se dote de moyens pour gérer 33 certificateurs Calliope. Alors l'extension Calliope, voilà, alors ça c'est le point, bah, je l'avais pas très bien vu, mais ça c'est la mesure la plus ah bah, voilà, excellent. Voilà, c'est la mesure la plus innovante du plan, voilà, on travaille, en de concert, il a fait le slide, on fait voilà et ça c'est, voilà, ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'en étend Calliope au financement privé et ça, c'est, comment dire? Une valorisation de notre certificat qui est très importante et en même temps une mesure, de protection, parce que l'État, qui protège les financements publics, ça c'est très bien, mais protéger les parents, protéger les salariés qui financent de leur poche, c'était très important, oui. Donc on ne prend pas, à mon avis, complètement la mesure, l'importance de cette mesure qui est énorme et heu, ceux qui sont parents, qui ont eu des enfants, qui ont fait des études, bah, moi j'en fais partie. Alors maintenant ils ont 30 ans mes enfants, donc mais le la diffi quand vous êtes, parent, si vos enfants font des études supérieures, c'est entre 4 et 12 000 €, voire plus, par an à l'époque et vous faites cette carte bleue-là, vous faites ce chèque-là, ce virement-là à une école et puis au bout de 3 mois, ça marche ou ça ne marche pas, enfin voilà et on a très peu de moyens de réponse et par contre l'État, si c'est financé par fonds publics, là il y a Calliope et
Si vous recevez une plainte, vous la traitez, oui. Là, il y a vraiment quelque chose qui change la donne et c'est une image nouvelle qu'on donne à cette certification. Alors, on a, encore des questions qui sont dans le chat. On va en traiter quelques-unes avant de passer, à la suite, notamment une question partagée par plusieurs, participantes, ce qui a été répété, par Séverine, il me semble. Quelle est l'évolution du CPF pour ce qui est du bilan de compétences et de la VE? Aujourd'hui, ce sont des actions qui permettent d'accéder à ce financement. Est-ce que demain, elles y seront toujours? Alors, alors là encore, ce que je vous dis, c'est mon point de vue par rapport à, du que j'ai eu avec, des discussions avec les différents, acteurs, du marché. Alors il y a des discussions, bon, tout est à l'état de projet aujourd'hui, c'est des idées. Alors les idées, elles vont dans 2 sens. Il y a une idée d'amélioration du système et il y a une idée, de faire des économies. Donc, le ministère de l'économie veut faire des économies. Donc il cherche à voilà, il impose au ministère du Travail de faire des économies. Donc le ministère du Travail doit faire des choix et il a du mal à le faire et il y a la volonté d'améliorer le système. Donc ces 2 volontés s'affrontent en fait. Voilà. Alors sur la VAE, l'idée générale qui prédomine, c'est que ça marche pas, très bien, mais on veut développer. Et donc là, il y a une opportunité qui s'ouvre, si ce n'est que la VAE en fait, hem, comment dire? Elle subit un certain nombre de freins, heu et que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a du mal à décoller, parce enfin, je vais pas faire l'analyse des causes de pourquoi ça marche pas, mais on constate que la VAE, c'est pas un grand succès et nous, c'est pas la cert c'est pas là où on voit le plus arriver d'acteurs. Voilà. Pour le bilan de compétences, c'est différent parce que on était passé d'un système qui fonctionnait, qui était très normalisé au sens juridique du terme, où il y avait beaucoup de contraintes administratives, et qui fonctionnaient de manière, relativement confidentielle, en vase clos, mais qui fonctionnait. Et donc, Calliope, la réforme en fait a bouleversé ce système-là parce qu'on avait plus, on a supprimé cet aspect réglementaire et heu, on c'est en fait la structure aujourd'hui, normative du bilan de compétences, c'est Calliope. Il suffit d'avoir Calliope, vous pouvez faire du bilan de compétences. C'est pas comme avant où il y avait une sorte d'habilitation. Je parle parce que beaucoup d'entre vous, vous étiez pas là avant, donc vous voyez aujourd'hui comment alors donc ce qui fait qu'un grand nombre de personnes sont engouffrées dans le bilan de compétences, parce qu'en fait, il y avait un financement CPF au bout. Mais, les 2 réformes en fait, ces 2 évolutions, n'ont pas bien tenu compte l'une de l'autre à mon avis et on a baissé le niveau d'exigence d'un côté, on a fait une exigence qui était beaucoup plus accessible, beaucoup plus claire, exigence Calliope et d'autre part, on a créé un système de financement plus favorable et donc on a vu arriver des acteurs aujourd'hui qui sont très lucides, hein, sur, l'opportunité que ça représente et qui sont passés en quelques années, de 0 à 120-130 personnes. Donc il y a des gros succès en matière de bilan de compétences et beaucoup de personnes s'y ont lancées. Bon. De ce fait, si on se place du côté de je veux améliorer le système, on se rend compte que le bilan de compétences mériterait d'être un peu plus normé. Voilà. On se rend compte aussi que le bilan de compétences, en fait, c'est très important, hein, c'est pas mon point, hein, le bilan de compétences n'aboutit pas à une certification, voilà et comme en plus, bah, de l'autre côté, il faut faire des économies, c'est-à-dire qu'il faut dépenser moins d'argent qu'on en dépense aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on c'est, il faut qu'on diminue, la dépense publique, voilà, donc et bah, de ce fait, c'est vrai que l'idée de ne plus financer le CPF heu, par le comment dire? Le bilan de compétences par le CPF fait son chemin parce qu'on se dit: «Bah, en fait, le bilan de compétences, c'est relatif, c'est pas,
c'est un petit segment. Voilà, et donc c'est là où, là encore, je pense que ça va mériter discussion, mais c'est là où ils en sont aujourd'hui, quoi, voilà. Combien ramène annuellement la contribution à la formation? Là, on a des chiffres quelque part, mais c'est plus l'esprit du général, quoi. Bon, donc là, je dirais heu, c'est une idée de pour faire des économies et pour améliorer le système, en conclusion. Merci François pour, cette réponse. On va passer, à la dernière partie du webinaire, donc sur, les questions-réponses, même si c'est ce qu'on a fait, au fil de l'eau. On va reprendre celles qu'on n'a pas pu traiter précédemment, notamment celles que j'ai notées en introduction. Alors avant, toute chose, je vous rappelle, l'actualité. Donc, comme François l'a indiqué en introduction, cette année, sont les 30 ans de ICPF, événement qu'on va célébrer la semaine prochaine, jeudi prochain, donc à Paris, à l'Apostrophe, à 2 pas, de l'Arc de Triomphe. Donc à cette occasion, on organise une table ronde et un ICPF networking sur la thématique de la qualité. Donc, retour sur les, 30 ans écoulés, les 30 années à venir avec des intervenants, de marque, notamment, Thierry Teboul, le directeur général de l'AFDAS, Mathieu Yvet, de, Facility Cert, sur notamment le sujet de la certification professionnelle, notre, directrice technique, Sarah Maillet et on va pouvoir aussi, Et bénéficier Jean-Pierre Willems? oui, Et Jean-Pierre Jean-Pierre Willems Willems? qui a été ajouté, Voilà. dernièrement. Merci François de le préciser et Catherine Trocmé qui sera, animatrice de cette table ronde, en tant que journaliste. Donc il reste encore, une vingtaine de places disponibles. Vous avez le lien qui a été partagé, dans la conversation. Si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera avec plaisir, que je pourrai vous retrouver avec François et toute l'équipe ICPF jeudi prochain. Pour ce qui est de vos projets de certification, je vous rappelle la disponibilité de notre équipe pour, engager un projet de certification ou, le poursuivre. Sur les différentes étapes que vous avez à remplir. Vous avez leur agenda qui vous a été partagé et leur ligne téléphonique au 01 82 83 56 40 avec Anya, Christophe et Maria. Oui, vu le nombre que vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes déjà clients, donc vous savez comment on fonctionne, mais on sait qu'à nos webinaires, il y a un grand nombre de participants qui ne sont pas encore clients d'ICPF, et donc vous pouvez appeler les 3 personnes là, pour aller plus loin, pour poser des questions plus spécifiques. Voilà, et d'ailleurs, je vous remercie tous parce que c'est un des premiers webinaires où il y a il y a pas eu de questions, je dirais, très spécifiques qui, je dirais, heu, pas de cas particulier qui ne concerne que la personne qui pose la question. Les questions que vous avez posées étaient très générales et je dirais d'intérêt général, et je vous en remercie, je vous en félicite. Voilà. S'il y avait une certification qualité du participant au webinaire, je vous la décernerai à tous. On va peut-être y penser pour les prochains. Alors pour revenir sur les questions, François, on avait, des interrogations en début de webinaire que j'ai notées. Donc on a Oui, traité, la plupart d'entre elles. Il y a l'interrogation alors je n'ai plus le prénom exact, mais une interrogation sur le passeport formation. Est-ce que le passeport formation va, rejoindre, les obligations, les exigences pardon, de la certification Qualiopi? alors j'ai pas de je je n'ai pas d'informations spécifiques sur ce sujet. Hem, je n'ai pas d'informations, non, je vais me renseigner, mais c'est pas pour moi, c'était pas un sujet, c'est pas un sujet, comment dire, que qui préoccupe, au plus haut point le ministère du Travail il y a 1 mois et demi. Voilà, c'est pas un sujet majeur, on va dire, voilà. C'est pas un sujet dont on parle. Mais je vais me renseigner, voilà. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, de mon point de vue, hein, qui bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, ce qui pose enfin, la réforme, la dernière réforme, hein, de 2018, elle a posé le terme compétence. Et là, c'est une énorme avancée parce qu'on se rend compte que les entreprises, les organisations veulent des compétences certifiées,
que, le rapport à la formation a changé et ce qui est important pour, le collaborateur, le salarié, le stagiaire, c'est d'avoir, une qualification qui est reconnue par, l'employeur, globalement, hein, ou reconnue par lui-même d'ailleurs dans certains cas. Donc de là, en fait, le problème, c'est plus la formation, en fait, le problème, c'est la qualification. C'est-à-dire, je je me sens apte à faire quelque chose et un employeur me déclare me sait apte à effectuer quelque chose. Donc le sujet, c'est celui-là. Alors, Voilà, ça, c'est le sujet de la qualification. Alors, après, on va parler de portfolio, de portefeuille, hein, de passeport dans lequel on va avoir une liste de qualifications. Alors ça, c'est marrant parce que c'est un projet que le ministère, du travail du Japon, m'a présenté, enfin j'étais pas tout seul, à Tokyo en, 2011. Et donc ils étaient tout fiers, ils avaient un voilà et donc c'est un projet qui existe dans d'autres pays de dire voilà le salarié va avoir une liste, voilà. C'est, donc c'est ce sujet-là. Alors, voilà, obligé de transférer les données aux apprenants et aux entreprises. Bah oui, c'est un sujet, énorme et il y a aussi les open badges qui rentrent dans cette logique. Il y a une logique, digitale et puis après il y a le comment, en fait, c'est quelle est la valeur du certi qu'est-ce quelle est la valeur de ce qu'on va certifier? Voilà. Il y a le problème de la monnaie et il y a le fait de faire un virement par internet. C'est 2 choses différentes. Mmh. Et le plus important, c'est la monnaie. C'est la valeur du certificat, pour l'employeur et pour le salarié. Et c'est ça, c'est pas si simple parce que l'État aujourd'hui, a pas forcément la légitimité pour dire: «Voilà, ce gars-là», on le voit avec les formations CPF, le répertoire spécifique et le RNCP, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas parce que l'État dit: «Je vise le diplôme» que, on on va avoir l'embauche. Quand l'État paye, tout le monde est d'accord: «OK, je l'embauche». Quand l'État paye pas et dit: «Non, non, mais ça a de la valeur», c'est différent. Ah, il y a une réunion avec le ministère à ce sujet. Ah bah, très bien, bah, je ne savais pas. question de l'or et je pense qu'on va, terminer dessus, sauf s'il y en a des nouvelles qui arrivent. Pour 2026, y aura-t-il une, évolution vers un titre FPA obligatoire? Pour les F FPA, j'ai un doute. Formation pour adultes. Formation pour adultes. Ouais, un titre obligatoire pour, Non, je pense pas, c'est pas du tout enfin là, ça c'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, ouais. C'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, c'est enfin je l'ai pas entendu, hein, dans ce que j'ai vu. Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. je vois deux autres questions que je n'avais pas Moi, il y vues. avait un thème, IA et formation, Oui, sur lequel je peux dire un mot, alors je vois passer pas mal de choses, bon, il y a, moi l'idée la plus intéressante, c'est, l'évaluation de compétences acquises par l'IA, notamment au poste de travail. Là, j'ai vu des pratiques et des concepts très intéressants sur le fait heu, d'avoir des enregistrements et donc l'IA, traite l'enregistrement par rapport à un référentiel de compétences et indique si le collaborateur dans son discours, pratique telle ou telle technique et le pratique avec succès et indique le taux d'attention de son client, de son interlocuteur et cetera. Donc je pense que là, l'IA peut, permettre de développer des outils d'évaluation de compétences très performants qui pourraient être utilisés par des managers et là, il y a une expérience, je connais déjà des managers qui le font, quoi, voilà. Donc ça me paraît intéressant. Après, il y a heu, l'autre point qui me paraît concret et intéressant, c'est la conception, l'amélioration de la conception des supports, heu, avec l'IA. Voilà, c'est les 2 pistes concrètes que je vois aujourd'hui, et bon, sachant que j'ai une vue, hein, sur ce qui se passe en formation, il y a ce qu'on raconte et ce que je vois, voilà. et d'ailleurs, Jacques Abécassis sera présent avec nous,
la semaine prochaine pour ICPF Networking et il va faire une table enfin, pas une table ronde, mais un atelier thématique sur cela. Donc le rapport Voilà, entre IA et formation, ça pourrait être l'occasion ouais, je d'échanger sur ce sujet. pense que quand des professionnels comme Jacques Abécassis, des experts, qui, sont de la formation depuis toujours, commencent à utiliser ces outils et expérimentent, c'est vrai qu'ils ont une pratique, de la formation et une connaissance et un recul, sur la formation que si eux, ils s'y mettent et qui l'exploration, qu'ils vont mener est forcément intéressante. Heu, voilà, parce que ils ont quand même une perception d'une formation de qualité qui leur permet qui donne de la valeur à l'expérience qu'ils vont partager avec vous. Alors, point de vue partagé par Jean-Marc, Calliope est un gage pour le remboursement d'un stagiaire par l'OPCO, mais seulement les remboursements OPCO diminuent. Est-ce que cela peut peut-être expliquer que le NDA suffise? Heu, qu'en penses-tu, François? Hem, hem, je pense qu'en fait, heu, le les financements publics, heu, le recours au financement public, comment dire, est rarement une donnée pérenne dans la vie d'un organisme de formation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fluctuation. Voilà, par moment, on ouvre les vannes, l'OPCO vous appelle, il dit: «Voilà, on a tel financement, est-ce que vous pouvez nous aider à dépenser cet argent?» Alors il faut avoir une certaine taille pour ça, mais ils ont besoin de dépenser leur argent et il y a des moments où il y a plus d'argent et donc là, il y a moins de financement et ils ont plus cette problématique-là. Hem, l'entrepreneur, de mon point de vue, de la formation en fait, il doit capter les financements publics, parce qu'il faut le faire, hein, le client, accorde de l'importance au fait de payer avec les financements publics auxquels il a droit et proposer une offre adaptée aux clients, et et voilà, donc là, je pense que c'est enfin, pour être très il y a un problème en formation sur le marketing et le commercial, c'est comment on présente une formation, comment on vend les formations. Enfin, je dis ça à l'aise parce que moi, j'en vends plus, depuis, bientôt, 6 ans donc mais c'est un problème que j'ai pas réussi à résoudre quand j'en faisais de la formation. C'est-à-dire, comment on arrive à faire rentrer, des personnes dans des parcours de formation, pourquoi aux États-Unis, 60 des formations sont payées par des professionnels, qui il y a pas de financement public, pourquoi au Royaume-Uni, c'est 60 aussi, vous voyez? Et pourquoi en France? Donc il y a quelque chose de culturel en France où on se et c'est cette barrière culturelle qu'il faudrait travailler, mais toujours considérer le financement public comme un appoint qui est susceptible de fluctuer au gré des politiques économiques. Voilà. Bah, c'est sûr que là, dans tous les cas, je pense que dans les 3-4 années qui viennent, ce serait bien le diable si, les financements publics de formation augmentent. Parce que vous avez de plus en plus d'organismes de formation et vous avez, quand même, un déficit à régler qui ne concourt pas à l'augmentation des dépenses. Voilà. Alors après on a beau dire, mais c'est prioritaire et cetera, hein. C'est comme, dans un couple, comme, quand un des membres du couple dit: «Il faut absolument qu'on fasse cette dépense» et puis l'autre dit: «Bah, on n'a pas d'argent», c'est un peu le débat qu'on a, mais quand, il y a pas d'argent, il y a pas d'argent, quoi, voilà. Et là, en revanche, ce qui est moteur, c'est que la demande de formation de qualité augmente sans cesse. C'est-à-dire que le de plus en plus enfin les entreprises, elles ont besoin de formation. Les grandes entreprises dans les grandes entreprises, par exemple, le mouvement, c'est que on se rend compte aujourd'hui que les grandes entreprises, en fait, avant, elles elles dépensaient en formation plus qu'elles ne cotisaient. C'est-à-dire qu'elles récupéraient les fonds qu'elles filaient aux OPCO et elles dépensaient en plus. Et on s'est dit: «Bon, bah, on va les laisser, elles vont plus cotiser à l'OPCO, elles cotiseront si elles sont volontaires, si elles veulent que l'OPCO continue à gérer leurs fonds, mais on va les laisser puisque de toute façon, elles dépensent plus». En fait, ce qu'on a constaté, c'est que ça a cassé un système de formation dans certaines grandes entreprises où ils forment de moins en moins et maintenant ils se rendent compte qu'il y a des problèmes de compétences, sur des très grands nombres de personnes.
Nous, on a des grandes entreprises, avec qui on a travaillé. Ils Quand ils lancent un projet de formation, ça concerne, 80, 100 personnes, mais ils ont, 50, 55 000 personnes à former. Donc on va avoir le retour de grands projets de formation, parce que la formation, c'est pas, c'est une nécessité économique sur le parfois le court, mais surtout le moyen et le long terme. Donc là, cette demande-là, elle est là et elle va arriver, il faut savoir la capter. Voilà. Merci François pour cette dernière réponse. On va, s'arrêter là. Merci, à tous et à toutes d'avoir participé. Vous êtes, encore nombreux, à être présents, jusqu'à la fin de ce webinaire. Heu, on va mettre un terme donc à la diffusion. Merci d'avoir été présents, d'avoir pu, poser ces questions, d'autres, natures, je pense, des webinaires précédents qui étaient orientés sur une thématique précise. On a pu, découvrir, des, intérêts de votre côté, qu'on va pouvoir exploiter davantage sur, notamment des articles ou encore des thématiques à venir. Merci à vous, je vous souhaite une, agréable, journée et à bientôt, j'espère à l'occasion du ICPF Networking de la semaine prochaine et François, je te laisse ajouter, si tu le souhaites, quelques mots également. Ben, merci à vous. Je suis, très heureux d'avoir fait ce webinaire qui est, c'est une première que j'ai beaucoup appréciée. On n'avait jamais, comment dire, pu, échanger comme ça. Bon, évidemment, on a traité avec des questions par le chat, donc, compte tenu de votre nombre, et pour moi, c'était très stimulant. Bon, voilà, je vais me reposer maintenant parce que c'est très intense, mais je suis très heureux de l'avoir fait. Je félicite Thomas, je vous félicite tous. J'espère que, mon point de vue vous a intéressé et va vous éclairer. La voie de la qualité, l'ICPF la suit depuis 30 ans, donc ça nous a plutôt réussi, et je vous souhaite le même succès, sur cette voie magnifique de la qualité de la formation. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée, au revoir.